Thank Et you. bonsoir à ceux que j'ai pas vus, notamment Chantal. Voilà, la parole est à toi. Eh bien, alors bonjour à toutes et à tous. Qui c'est Patrick Brunner? Je vais me présenter, vous expliquer un petit peu mon parcours. Donc, je suis né en 1955, au mois de septembre, et j'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie. Enfin, du moins, l'astrologie a commencé à s'intéresser à moi dans ma 19e année en 74. Donc j'ai commencé un petit peu à creuser la question et puis j'étais assez déçu de ce que je trouvais, j'ai un peu laissé tomber. Et un an plus tard, l'astrologie est revenue me chercher à travers une personne qui voulait absolument faire mon thème, qui pratiquait l'astrologie et qui était caissière d'une piscine pour arrondir ses fins de mois. Parce que c'est vrai que si on a une éthique, on ne fait pas fortune en faisant de l'astrologie. Donc, du coup, là, ça a commencé effectivement à me titiller davantage et j'ai continué. Et j'ai décidé à ce moment-là, alors que je travaillais à l'INSERM, de quitter l'INSERM et de me lancer dans l'astrologie. Voilà. Parce que ma vie avait besoin d'un sens au-delà de ce que la société nous propose. Boire, manger, dormir, succès, gloire, renouveau, etc. Voilà. Alors, donc, j'ai rencontré en 1981, le 17 janvier, pour être précis, Alexander Ruperti, qui commençait à dispenser l'astrologie humaniste en Europe. Il avait 68 ans à l'époque, il venait de prendre sa retraite de physiothérapeute. C'est un Britannique d'origine, alors c'est difficile à dire parce que son père était russe, sa mère autrichienne. Il vivait en Angleterre depuis 1917, puisqu'il était né en 1913, et il avait émigré en Suisse en 1939. Et il y était resté depuis. Et il avait rencontré en 1936, au moment où un ouvrage est paru, euh, qui s'intitule L'astrologie de la personnalité de Dan Rudyard. Et il a eu ce livre à Noël et il a écrit à Dan Rudyard. Et à partir de là, Dan Rudyard lui a demandé de diffuser sa pensée et cette réforme de la pensée astrologique en Europe. Dan Rudyard était aux États-Unis. C'est un Français d'origine qui a émigré aux États-Unis en 1916 et qui est resté depuis. Donc, Dan Rudyard est le précurseur de l'astrologie humaniste. Euh, et cette approche, il était philosophe, musicien, compositeur, peintre, c'est un homme avec une envergure assez extraordinaire. Il a écrit des romans, enfin bon, etc. Et quand il a étudié l'astrologie, il trouvait que ça piétinait un petit peu, quoi, dans le manichéisme, le bon, le mal. Voilà, tu as la Lune conjointe à Neptune, tu vas avoir des problèmes avec les femmes. Alors moi, je connais plein de gens qui n'ont pas la Lune conjointe à Neptune et qui ont plein de problèmes avec les femmes quand même, quoi. Voilà, surtout les hommes, hein, évidemment. Donc, alors évidemment, l'astrologie, on a un héritage millénaire, mais on dit l'astrologie, on devrait parler des astrologies, parce qu'il n'y a pas qu'une astrologie. Et pourquoi il y a plusieurs astrologies? Ben, parce que, comme le disait Nietzsche, hein, on a la philosophie de sa personne et on a aussi l'astrologie de sa personne. Donc, on pratique en fait une discipline qui est censée répondre à un questionnement individuel. Et puis, l'astrologie, ça s'applique à de multiples domaines, plein de domaines, tous les domaines qui nous concernent en tant qu'être humain. Voilà, l'astrologie s'applique à ce que nous sommes. Donc, dans un premier temps, il faut déjà essayer de comprendre ce que nous sommes. Et là, c'est la psychologie qui nous renseigne sur cette question, et notamment la psychologie des profondeurs. Bon, il y a la caractérologie, la sociologie, la psychologie du conscient, tout ça c'est très bien, mais il y a quelque chose en nous de plus profond et qui ne correspond pas forcément à ce qui a nourri le développement de notre moi, c'est-à-dire la socioculture. Alors, si on prend le Larousse hein, pour avoir une définition de ce qu'est l'astrologie, la définition du Larousse, bon, c'est pas très compliqué, hein, c'est art divinatoire qui cherche à déterminer l'influence présumée de certains astres sur les éléments terrestres et la destinée humaine, à partir de l'étude de leur déplacement dans le zodiaque et de leur position relative dans le ciel. Voilà.
Alors, vous voyez, il y a toujours dans cette notion d'astrologie art divinatoire. Mais divinatoire de quoi? Il n'y a rien à deviner, il y a tout à comprendre. Alors, l'astrologie que nous connaissons, à laquelle nous sommes plus ou moins confrontés à travers les médias, entre autres, bah, elle repose sur un concept, c'est l'astrologie populaire et traditionnelle, hein, dont parlait à l'instant Jean-Guillaume. Elle repose sur un concept causaliste et mécaniste qui est basé sur l'influence des astres. Et ça, je crois que chacune d'entre vous et chacun d'entre vous porte en soi cette notion d'influence des astres. Donc c'est une approche de l'astrologie classique qui est déterministe, hein, qui est nourrie de jugements. Et ces jugements tiennent compte des tendances morales, sociales, religieuses, voilà, héritées depuis des lustres, hein. Donc, de plus, c'est une astrologie du symptôme, hein. Par exemple, si l'on trouve telle ou telle configuration dans votre thème de naissance, ben, vous êtes plus ou moins une bonne personne, hein. Vous aurez plus ou moins de problèmes avec les femmes, comme Jean-Guillaume. Donc, certaines configurations au regard de l'astrologie classique sont favorables et d'autres défavorables. Alors, avec ça, on est loti, hein. On ne sait pas à quoi c'est favorable, on ne sait pas à quoi c'est défavorable. Donc, dans cette optique, il est évident bah, qu'il s'agit forcément plutôt de superstition parce que ça vient nourrir nos peurs, voilà, et on cherche à savoir si ça va arriver, si ça va arriver. Alors, ça pose beaucoup de problèmes d'un point de vue philosophique, hein. Donc, les données de l'astrologie classique, hein, elles s'appliquent au conditionnement socioculturel, hein, soit à la façon dont notre moi a été formé par la pression culturelle, sociale, familiale et le milieu dont on est issu, forcément. Alors, qu'est-ce que l'astrologie humaniste ajoute ou vient apporter de différent? Alors, elle est née au début des années 30, hein, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Dan Rudyard, qui était né en 1895, qui est décédé en 85, avec lequel j'étais en correspondance tout début des années 80, en 81, 82, il a entrepris de reformuler les principes astrologiques dans une optique d'évolution et de transformation, en prenant en considération donc les progrès de la physique et notamment de la physique quantique et les progrès de la psychologie moderne, et notamment en s'inspirant de Jung essentiellement. Donc la question de développement individuel. Donc là, il n'est plus question d'influence malveillante ou bienveillante, hein, mais d'une vision holistique où le thème de naissance, en fait, c'est le miroir et l'illustration d'un héritage transgénérationnel qui réside au plus profond de notre inconscient. Alors, étant donné que notre corps nous a été donné, moi je n'ai pas choisi le mien, hein, il m'a été donné par mes parents ou par mes ancêtres via mes parents, ben, ce corps, il porte en mémoire l'expérience et les traumatismes de mes ancêtres. Voilà. A priori masculin pour les hommes, a priori féminin pour les femmes. En réalité, les deux entrent en ligne de compte. Donc, déjà, ce qui est important, c'est de comprendre que nous sommes ce que le passé est devenu à travers nous. Nous sommes des mémoires. Et notre thème de naissance, ben, il n'échappe pas à la règle, puisqu'il est l'aboutissement et la moisson d'un passé assez lointain, qui est une mémoire passée du système solaire. Donc, en ce sens, ben, il raconte une histoire, l'histoire de notre lignée, du moins une partie, celle dont nous avons hérité, parce que dans une fratrie, on s'aperçoit que l'héritage est différent entre les différents membres. Donc, il ne s'agit pas de connaître un soi-disant futur, mais d'envisager la suite que nous pouvons donner à l'histoire. Et cette histoire, elle se présente dans un langage symbolique, dans une configuration particulière, au sein de notre thème de naissance. Donc pour cela, il est nécessaire de comprendre les scénarios dans lesquels nous avons été pris et de mettre en œuvre le nouveau metteur en scène, si je puis dire. Alors, ce qui va particulariser la pratique de l'astrologie humaniste, c'est l'étude des cycles, qui va nous permettre de mettre en relation différentes périodes de notre vie et d'en découvrir le dénominateur commun. Chaque moment de notre vie nous confronte à un pan de notre histoire, et l'étude des cycles permet de le mettre à jour
et d'en découvrir la signification, l'intention, la signification créatrice. Donc, dans un thème, il n'y a pas de bonnes choses ou de mauvaises choses. Il y a des choses dont nous pouvons faire le meilleur usage si on en prend connaissance. Donc, l'astrologie humaniste, c'est une voie thérapeutique. C'est l'occasion d'un apprentissage de soi, une éducation à soi-même, qui tient compte de la richesse qui sommeille en nous, au-delà de toute considération morale et de tout jugement de valeur, contrairement à l'astrologie traditionnelle. Et elle s'applique au niveau individuel et à ce que Jung a appelé le processus d'individuation. Naître à soi-même, l'étude de l'astrologie, c'est un chemin d'évolution dans une suite structurée de changements, étape par étape. Alors, on pourrait dire que la psychologie nous suffirait. La psychologie, c'est la substance du symbolisme astrologique, puisque nous l'appliquons à ce que nous sommes. Donc, ça demande effectivement d'explorer cette discipline. Cependant, la psychologie seule ne permet pas de situer l'évolution psychique dans le temps. C'est ce qu'apporte l'étude des cycles. Quand ceci, quand cela, et sur quoi concentrer son attention à un moment particulier, à quoi est-il bon de se préparer. Donc la notion de prévision du futur est une notion fausse. Ou alors, on peut dire que moi je peux vous faire une prévision, c'est que le 21 mars 2026, ce sera le printemps. Ça, c'est prévu. Le cadre est prévu. La suite ordonnée de changements est prévue. Mais ce que nous rencontrons et ce que nous faisons et comment nous nous préparons au changement, ça, c'est de l'ordre du libre arbitre. Donc, dans toute vie, il y a des moments difficiles, hein, parce que la vie, elle est difficile. Alors, ce qu'on appelle les prévisions, hein, selon différents transits planétaires, sont à concevoir comme des rendez-vous auxquels il est bon de se préparer. Et c'est un agenda qui est prévu dès le moment de notre naissance. Les cycles sont réguliers, sont structurés. Donc, on sait à quel moment telle étape se présentera dans notre vie et à quoi elle nous confronte compte tenu de notre histoire. Donc, c'est des rendez-vous à concevoir et auxquels il est bon de se préparer afin d'être aligné sur l'enjeu du moment, c'est-à-dire que chaque instant de vie a sa qualité propre. Donc, la pratique de l'astrologie humaniste concerne implicitement l'éclairage et le développement du libre arbitre, le développement de la conscience. C'est une voie initiatique. Et la question n'est plus de savoir ce qui va arriver, mais de mettre en œuvre une attitude qui est propice à une expérience constructive. Dans l'optique de l'évolution, il importe de comprendre l'enjeu de ce que nous traversons. De quoi s'agit-il fondamentalement? Et l'opportunité que ça constitue. Et telle configuration peut être effectivement... Oui, alors, en fait, c'est une voie d'évolution et en fait, la véritable astrologie, c'est comme la philosophie, c'est un art de vivre. Un art de vivre en conformité à l'ordre céleste, mais pas l'ordre céleste que nous voyons avec les yeux au-dessus de nos têtes, mais l'ordre céleste tel qu'il est constitué au plus profond de nos cellules. Notre thème, parce qu'il y a toujours cette notion dans notre subconscient de déterminisme, et alors parce que Saturne se trouve là, parce que Mars se trouve là, donc ça me détermine. Non, ce qui a déterminé mon thème de naissance, c'est ma naissance. Le déterminant, c'est la naissance. Et le ciel ne s'occupe pas de savoir si je suis né ou pas né, mais moi je suis né en tant que petite particule de l'univers, à un moment donné, en relation avec l'univers tel qu'il se présente à ce moment-là. Mais c'est ma naissance qui est déterminante. Et le ciel, autrement dit le thème de naissance, il est explicatif de l'événement qui s'est produit, ma naissance.
Il est une illustration de ce que je suis et non pas un déterminant. Alors, je pense que vous avez certainement des questions à me soumettre. Là, je viens de vous poser le cadre de la démarche. En tant que discipline de connaissance de soi et de naissance à soi-même. Moi, j'ai des questions, mais elles sont un peu pointues. Je vais laisser peut-être les autres poser des questions avant de partir sur des trucs trop complexes. Ah, ça vaut toujours la peine. Ok, bah actuellement, je suis animée par la question des axes interceptés. Des axes interceptés. Ah oui, mais c'est la technique, là. Ça, c'est la Ouais, cuisine. ouais, c'est pour ça, voilà, c'est pour ça. Je vais peut-être laisser d'abord des questions plus Oui, générales. On verra si alors, on de peut toute aller. façon, alors, je veux dire tout de suite, alors, il y a le nœud, il y a les axes interceptés, il y a l'élite. Oh. Ah, soyez tranquille, de toute façon, il y a plein, on dit tout et son contraire hein, à ce niveau-là. Donc, les axes interceptés, alors, qu'est-ce que c'est un axe intercepté? Alors, je vais vous faire une petite explication très rapide et succincte. Un axe intercepté, voilà, on a ce qu'on appelle dans le thème, ben, il y a le zodiaque. Donc, qu'est-ce que c'est le zodiaque? Ben, c'est le cycle de déclinaison du Soleil. Ah, qu'est-ce que c'est le cycle de déclinaison du Soleil? Ben, en fait, comme la Terre est penchée sur son axe de 23 degrés, eh bien, à partir d'un lieu particulier de la sphère terrestre, eh bien, le Soleil, il va être à certains moments plus haut dans le ciel, plus bas dans le ciel, etc. Donc, il y a un cycle de déclinaison. C'est-à-dire que dans son mouvement apparent, sachant que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, mais comme la Terre, on ne sent pas son mouvement, on a l'impression que c'est le Soleil qui bouge. Et donc, on va avoir à un moment donné le Soleil dans le temps de l'équateur, à un moment donné à 23 degrés au nord de l'équateur, etc. Donc, il y a un cycle de déclinaison. Et ça, c'est le cycle du zodiaque, autrement dit, le cycle des saisons. Alors, on ne mélange pas les constellations et les signes du zodiaque. Les constellations, c'était les repères qui existaient il y a en fait 2300 ans avant notre ère, à peu près, hein, donc le moment où le zodiaque a été voilà, structuré, enfin pas 2300 ans avant notre ère, il y a 2300 ans. Voilà, donc au moment où, quand Alexandre avait conquis la Perse, et donc il a ramené le principe des quatre saisons, enfin donc les équinoxes et les solstices, hein, puisqu'en Grèce on ignorait, hein, c'était pas comme ça qu'on divisait le cycle. Bon, enfin je passe là-dessus. Puis il y a un autre cycle qui s'appelle les maisons. Alors les maisons, c'est une division de la sphère céleste telle qu'elle se présente en fonction du lieu de naissance, du lieu et de l'heure de naissance. Donc, on va avoir 12 secteurs. En gros, on a un zodiaque collectif, les saisons que nous partageons ensemble. Et puis, il y a le cycle individuel qui est la signature individuelle du thème de naissance, parce que le jour de naissance, le jour où je suis né, il y a peut-être des milliers de gens qui sont nés ce jour-là à la surface de la Terre. Mais ils sont pas liés, ils sont pas nés au même endroit, pas nés à la même heure. Donc, on va avoir effectivement un marqueur individuel qui est défini par ce qu'on appelle les maisons. Donc, ce sont des secteurs, il y en a 12, voilà, et selon le système qu'on utilise, ben, on peut avoir des positions différentes. Parce que vous avez le système Campanus, le système Regiomontanus, le système Porphyre, le système des maisons égales, le système Placidus. Tous reposent sur un système de calcul différent. Alors, les deux axes fondamentaux, l'horizon et le méridien, ça ne change pas, quel que soit le système. Pardon, par contre, les secteurs intermédiaires, bah, leur position peut changer. Ce qui fait que selon le système qu'on utilise, on aura un axe zodiacal qui est contenu dans un axe de maison et sur lequel il n'y a pas de maison précise qui commence, pour dire les choses simplement. Et puis, avec un autre système, c'est pas le cas. Alors, on peut effectivement s'interroger sur, s'interroger sur, bon, sur tout ce qui est dit par rapport aux signes interceptés. Il y a un peu tout et n'importe quoi. Tout et son contraire. Voilà.
Bon, c'est un peu technique, hein. Je ne peux pas vous le détailler précisément parce que ça demanderait à ce moment-là non plus une conférence, mais un cours de cosmographie. Donc, c'est un peu... Et à part les axes interceptés, vous avez d'autres questions pointues? Bonsoir, moi j'ai une question. Euh, J'aimerais avoir votre vision sur la question du libre arbitre. J'ai fait appel une fois à un astrologue qui m'a, entre guillemets, prédit quelque chose. Donc, je le vois pas exactement comme une prédiction, mais en tout cas, il m'a dit que à ce moment-là, il y avait le plus de chances que ce que j'attendais se produise. En fait, la question c'était quand est-ce que je m'installerais en tant que thérapeute. Et il m'a signifié une période de temps précise qui semblait la plus propice. Et, et selon ma vision, à partir de cette information-là, j'ai pris des décisions et j'ai accepté et refusé différentes opportunités qui ont fait que c'est arrivé à ce moment-là. Et j'ai vraiment l'impression que enfin, en tout cas, je m'interroge fortement. Si j'avais pas eu cette information-là, à ce moment-là, c'était à peu près un an et demi auparavant ou 2 ans auparavant, si j'avais pas eu cette information-là, j'ai l'impression que les événements ne se seraient pas déroulés de manière à m'amener à ce moment-là à ce que ça se produise. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense qu'on ne le saura jamais, parce qu'avec si, on peut faire beaucoup de choses. Si j'étais pas né, est-ce que je serais pas là? Non, il y a. Vous êtes allé voir un astrologue, il n'est pas venu vous chercher à la maison. Donc il y a quelque chose en vous qui vous a sensibilisé, qui vous a amené à consulter une personne par rapport au projet qui était le vôtre. Chaque instant de temps a sa qualité propre. Il y a effectivement des moments qui sont propices à la réalisation d'un projet. Bon, par exemple, ces 2 dernières années, parce que quand vous avez un projet, le projet, si vous avez le projet de rester à la maison tout seul avec vous, de toute façon, personne, voilà, va interférer dans cette décision. Maintenant, si vous avez un projet qui s'inscrit dans le monde, ben, il faut que que l'interlocuteur monde soit en mesure de vous rencontrer et qu'il soit sur la même longueur d'onde pour que ce projet puisse aboutir. Alors, ces dernières années, le climat collectif, parce que nous vivons immergés dans la psyché collective, euh, la psyché collective ou le climat du monde, comme vous préférez, c'est la température de l'eau de la piscine. Voilà, alors si nous baignons tous dedans, on est tous dans le même bain. Tout ce qui se passe actuellement dans l'évolution des cycles montre que nous arrivons à une situation de changement. Donc, mais la situation de changement, elle se prépare. Et quand le changement n'est pas encore commencé, on peut toujours s'exciter, rien ne se fera. D'ailleurs, pas mal de gens ont désespéré ces 2 dernières années parce que ça n'avançait pas, c'était la stagnation. Bon, par exemple, l'achat d'une maison, ils n'arrivaient pas à vendre la leur, personne ne s'intéressait, voilà, ils ne trouvaient pas ce qu'ils voulaient non plus parce que c'était pas le moment. Il y a un temps pour tout. C'est ça le principe du cycle. C'est un processus, il y a à un moment donné quelque chose qui commence de manière embryonnaire, il y a une croissance, c'est un processus, ça s'étend dans la durée, mais c'est structuré dans le temps. Alors c'est quelque chose qui échappe à notre rationalité, cette approche-là, mais ça se vérifie dans l'expérience. Et si la personne, voilà, a étudié votre thème, avec les compétences qui étaient les siennes, elle a pu définir le moment par rapport à votre façon, à votre propre rythme d'évolution, étudier le moment collectif qui était et individuel en même temps, qui était propice pour réaliser ce changement. D'ailleurs, vous n'êtes pas allé la voir au hasard, inconsciemment, quelque chose vous a inspiré cette démarche
Donc, il n'y a pas de hasard, même en science, il n'y a pas de hasard, hein. Voilà. Ça, c'est le hasard, c'est quelque chose qui est proscrit dans le domaine de la science aujourd'hui. Donc, le libre arbitre, c'est votre projet. Après, ce projet, il s'inscrit dans des conditions extérieures sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Et il faut que les conditions extérieures soient propices pour qu'il puisse naître, prendre forme et se développer. C'est une relation entre une intention individuelle et des conditions extérieures, propices ou pas propices, selon le moment. Mais le libre arbitre, c'est votre projet. Et après, il faut arriver à trouver effectivement, être en phase avec le monde. C'est ça, c'est une forme de synchronicité. Si vous connaissez le principe de synchronicité, tel que Jung l'a développé, d'ailleurs Jung a développé ce concept de synchronicité dans les recherches et les travaux qu'il a réalisés avec Pauli, comment il s'appelait, Wolfgang Pauli, qui était prix Nobel de physique quantique, de physique tout simplement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le temps intérieur, il y a synchronicité quand le temps intérieur sonne la même heure que le temps extérieur, au même endroit, au même moment. À ce moment-là, c'est en phase. Et l'astrologie, c'est l'étude de synchronicité. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas se produire à un moment donné parce que les conditions ne sont pas réunies. Et parfois, quand les conditions sont réunies, ben, le libre arbitre fait que la personne passe à côté. Parce que le libre arbitre, c'est ce qui nous fait faire. Un animal, il suit son instinct. Il n'y a pas le mental qui vient interférer. Et donc, il arrive plus justement à ses fins que nous, puisque nous rationalisons. Et donc, souvent, en rationalisant, ben, on se ferme aux opportunités. Parfois, c'est pas parce qu'une chose est possible à un moment donné qu'elle se réalisera. Si, parfois, il y a des personnes, moi je leur demande, alors qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous souhaitez? Je ne sais pas. Je dis, ça va être très très long pour l'obtenir si vous ne savez pas, hein. Parce que à ce moment-là, si vous ne savez pas ce que vous voulez, toutes les opportunités qui pourraient correspondre à une intention qui réside en vous, ben, vous ne les verrez pas passer puisque vous ne savez pas ce que vous voulez. Donc, il n'y a pas de déterminisme. C'est le sujet qui est le sommet de la pyramide. C'est la clé de voûte. Le thème, ce sont les murs. Et la conscience, le niveau de conscience et le niveau d'éveil de la personne, c'est ça qui est déterminant du reste. Je ne sais pas si ça répond ou si ça vient éclairer quelque Ça, chose. ça répond partiellement. Mais enfin, c'est un long débat, la question du libre arbitre. J'attendais pas à ce qu'on la tranche ce soir, mais ça m'intéressait d'avoir. La question du libre arbitre, elle dépend déjà du niveau de conscience. Voilà, le moi conscient repose sur un océan d'une complexité extraordinaire. Comme Jung le disait, tout ce qui ne parvient pas à la conscience se convertit en destin. Voilà. Donc, quelqu'un qui avance dans la vie, un bandeau sur les yeux ben, il se cogne sur tout ce qui passe, etc. La conscience, le niveau de conscience est déterminant. Nous sommes, de toute façon, la question de libre arbitre, elle a été largement débattue par la psychanalyse aussi, hein. Est-ce que nous sommes esclaves de notre inconscient? Est-ce que c'est l'inconscient qui guide notre vie, etc. En grande partie, c'est juste, oui. Alors la question est de savoir si on est possédé par notre inconscient ou si on fait usage de ce dont nous avons conscience. Le libre arbitre, c'est en relation avec le niveau de conscience. Et puis, on court souvent après des chimères, des illusions qu'on a fait peser sur nous. Est-ce qu'il y aurait une question de fond qui serait pas quand on consulte un astrologue,
une peur sous-jacente de faire des mauvais choix qui référerait à un système binaire, bien mal, je fais. Sûr, oui, Voilà, et oui. qu'on ne vient pas questionner l'astrologue en lui disant est-ce que je vais au bon endroit parce qu'il y a des doutes, des peurs, et que finalement l'astrologue, lui, peut voir la synchronicité ou peut sentir le courant du moment. Et- mais parce qu'au fond, on n'est peut-être pas relié suffisamment à un niveau de conscience supérieur pour nous dire de continuer Les doutes ou et, d'arrêter. oui, les doutes et les peurs sont là, mais ils viennent de notre, pour dire les choses très simplement et rapidement, de notre conditionnement socioculturel et familial. Nous avons besoin, toute notre éducation, si on peut appeler ça comme ça, ou notre instruction, nous écarte de nous-mêmes. Le rôle de l'astrologie, c'est de nous ramener à ce que nous sommes, de naître à soi-même, au-delà de notre conditionnement socioculturel. Donc, s'il y a des peurs, ben, la question, elle est psychologique. De quoi avons-nous peur? De quoi doutons-nous? On a peur de l'échec. Mais là, déjà, si on a peur de se tromper, à ce moment-là, il faut rien faire. Ça, c'est toute astrologie mise à part. La vie, c'est une prise de risque. Mais seulement, on n'a pas forcément été encouragé à comprendre ce que le risque comporte comme richesse. Et déjà, là, il y a tout un ensemble de choses à creuser. Alors, avec le thème, qui est une aussi, parce que ça s'applique à tellement de domaines que c'est très vaste. On voit très bien, enfin, on voit très bien, du moins si on est un praticien averti, quels sont les complexes psychologiques qui pèsent sur la personne du fait de son empreinte de son milieu. Est-ce que tu peux définir ce que c'est que les complexes astrologiques? Parce que c'est pas une notion qui est commune. Complexes sont psychologiques. Un complexe, c'est un ensemble de tendances qui résident dans l'inconscient et qui contrôle le comportement de la personne à son insu. En fait, nous n'avons pas des complexes, nous sommes possédés par des complexes. Donc le complexe est une tendance qui fait usage de nous, à défaut que nous puissions faire usage de cette tendance délibérément. Alors il y en a des... Voilà, là, on est sur un sujet qui est par excellence lié à la psychologie des profondeurs, psychologie de l'inconscient. Par exemple, quelqu'un est possédé par le complexe du sauveur. Donc ça devient une compulsion. Une femme peut être, ou même un homme hein, d'ailleurs, possédé par le complexe de la grande-mère. Donc elle ne voit autour d'elle ou autour de lui que des enfants. Alors le complexe du sauveur, forcément, on veut sauver, 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 mais à un moment donné, on est l'esclave voilà, de cette tendance. Et la façon dont on vit cette tendance, c'est anarchique, parce qu'on va vouloir sauver des gens qui n'ont rien demandé. Jusqu'au jour où on s'aperçoit qu'il faut structurer ça, pour prendre conscience qu'on est un peu soumis à cette tendance. Ben là, c'est un long chemin, hein, c'est tout un travail. Et toi, quand tu accompagnes, tu as une capacité ou tu as l'habitude, l'expérience, le savoir de repérer les complexes principaux, ceux qui sont encore actifs, et comment tu évalues leur degré d'intégration? Parce que ça, Rudyard explique et Ruperti, je pense aussi, qu'il y a des degrés d'évolution. On a des complexes qu'on vit au niveau biologique de façon très animale, d'autres plus socioculturels et d'autres qui sont intégrés de manière transpersonnelle, si j'ai bonne mémoire. Donc, est-ce que tu arrives à évaluer ça par les discussions, les échanges, ou est-ce que... C'est-à-dire que ça demande effectivement euh, la pratique de l'astrologie humaniste, c'est une pratique psychothérapeutique fondamentalement, mais avec la notion de temps, quand ceci, quand cela. Voilà, tout n'est pas possible tout le temps. Il ne peut pas faire beau tout le temps. Voilà, c'est le principe même du vivant. Un complexe, pour prendre quelqu'un qui est possédé par le complexe, voilà, complexe identitaire,
Complexe du chef. Il est le chef. Partout où il est le chef. Donc, tant qu'il est mu par cette tendance de manière sans en avoir conscience, mais il va se comporter de cette façon et se heurter forcément à des réactions autour de lui qui contestent cette attitude. Jusqu'au jour où il va prendre conscience que il faut relativiser les choses et que s'il doit être le chef, c'est le chef de lui-même et pas des autres. Donc, c'est un travail de prise de conscience. Mais dans la question, on a chaque fonction planétaire ne nous veut aucun bien ni aucun mal. Elle constitue une ressource. Mais tant que cette ressource est immergée dans l'inconscient, elle se manifeste de façon anarchique. C'est ça le complexe. Donc tout notre travail, c'est de prendre conscience de ce que nous sommes. C'est tout ce que propose, dans un premier temps, la psychanalyse, alors qu'elle soit freudienne ou lacanienne, adlérienne, euh, humaniste, enfin bon, ou jungienne. De toute façon, c'est déjà ce travail d'interrogation sur soi-même et de prise de conscience de la façon dont nous fonctionnons et qu'est-ce qui est à la racine de ce fonctionnement. Parce qu'il y a bien des choses, bien des complexes qui sont hérités des ancêtres, de la lignée. Et forcément, moi, quand si je reçois, évidemment, quand je vois le thème, en un clin d'œil, c'est clair, les complexes, c'est clair, je les vois tout de suite. Ouais, mais ça, c'est 50 ans de travail hein, aussi. Ça s'improvise pas. Et Donc, quand on te rencontre, on a presque intérêt à te dire, aidez-moi, euh, indiquez-moi où est-ce que j'en suis dans mes complexes. oui, ce serait une formulation un peu cérébrale ou intellectuelle. Je n'aborderai pas la question comme ça. Déjà, la personne qui vient voir, je vous demande qu'est-ce qui l'amène? Qu'est-ce qui vous amène, monsieur? Qu'est-ce qui vous amène, madame? Ou alors c'est parce que vous avez vu de la lumière, vous vous êtes dit, tiens, il n'est pas encore couché. Qu'est-ce qui vous amène? On ne vient pas là au hasard. Alors, il faut arriver déjà à formuler clairement l'intention qui nous amène à consulter. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce que vous voulez? C'est ce que Lacan demandait. Qu'évoque? Qu'est-ce que vous voulez? Parce que prendre l'astrologie traditionnelle, c'est quelqu'un vient me consulter, je prends son thème, je dis gna 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 gna, puis je ne la regarde pas. Moi, je pars de la personne, l'astrologie humaniste, ça part de la personne, de l'interrogation de la personne, des attentes de cette personne, des besoins psychologiques et spirituels de cette personne. Voilà. Et le thème, on le prend après. Parce que du coup, là, on va pouvoir comprendre, mesurer les choses et entrer dans un dialogue explicatif. Et non pas l'astrologue qui va dire les choses, mais c'est un dialogue. La personne n'est pas contrairement à l'astrologie traditionnelle, qui fait un thème en aveugle. Si je fais un thème en aveugle, de toute façon, quand on interprète un thème, on a des présupposés déjà. À quel niveau se trouve cette personne? Est-ce qu'elle est encore immergée dans la matrice familiale, psychologiquement, avec les valeurs de papa-maman, sans jamais les avoir comprises, et même en avoir conscience ni remis en question? Est-ce que la personne est immergée dans la matrice socioculturelle, pensant comme la télé lui dit de penser, la télé ou le reste, ou l'éducation, la scolarité, voilà, etc. Ou est-ce que la personne s'est désidentifiée de tout ça et a commencé à entrer sur le chemin d'une interrogation plus profonde? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? C'est quoi le sens de ma vie? Pourquoi suis-je né? Est-ce qu'il y a une intention à ma naissance? Est-ce qu'elle a vocation à quelque chose, cette naissance? Non pas seulement à mon profit, mais au profit de l'humanité. On n'est pas là uniquement pour soi-même. Ça, ce sont des tendances, des complexes, pour ainsi dire, voilà, dans lesquels l'Occident se trouve. Il faut vivre pour réussir, pour soi-même, mais c'est une illusion achevée. On est là pour contribuer et offrir une contribution à l'humanité.
Alors, il y a un bénéfice personnel, bien entendu, mais comprendre que notre vie, elle est dédiée à l'humanité d'abord, et ensuite, on peut effectivement, en retour, avoir des bénéfices de ça, parce que c'est interactif, ça va dans les deux sens. Mais déjà, parce que la plupart des personnes bon, qui sont insérées dans la société, dans la vie active, euh, se préoccupent de savoir si ça va aller pour elles. Elles ne se préoccupent pas de savoir de ce qu'elles ont à donner. On trouve ça d'ailleurs dans le problème des relations amoureuses. Est-ce que cette femme, elle est bonne pour moi? Mais moi, je pose la question, est-ce que vous êtes bon pour elle? Une fois, d'ailleurs, c'est arrivé, une dame en consultation, je lui pose la question, euh, qu'est-ce que vous attendez d'un homme? Alors, j'ai une liste, hein. Alors, la liste, voilà, elle a été faite, ok? Et je lui dis, maintenant, qu'est-ce que vous avez l'intention d'offrir? Il y a eu un grand silence, et au bout de quelques secondes, il dit, bah, rien. Donc, vous voyez, là, on est, à un moment donné, il faut, voilà, ça peut pas coller, quoi. Donc, on va, sur une base comme ça, il est clair que la personne va d'échec en échec, parce que c'est pas le sens de la vie. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans notre thème? On trouve tout le système solaire. Ça en fait du monde, hein. Donc, on est plus que ce qu'on croit. On est trop identifié à la petite parcelle infinitésimale qui est notre ego. Il y a un océan beaucoup plus vaste derrière tout ça. Et donc, c'est l'astrologie humaniste, c'est la voie transpersonnelle, ou pour tout simplement, le dire plus simplement, c'est une voie spirituelle. C'est un chemin spirituel. Il faut arriver parfois à se décentrer de son ego et à ressentir les choses plus largement. Alors, bien sûr qu'il y a des désirs, des besoins, etc. Mais c'est la question. Qu'est-ce que la personne, voilà, vient me voir, mais généralement, la personne qui consulte un astrologue, étant donné notre conditionnement vis-à-vis de l'astrologie classique, elle arrive et puis elle attend que, moi, je voudrais savoir ce que mon thème me réserve. Ah oui, mais non, mais ça, c'est de la superstition, ça. C'est pas comme ça que ça marche. Mon thème, il me réserve rien du tout. Moi, je suis pas, voilà, il faut que je me positionne dans ma vie et que j'exprime clairement ce que j'attends de la vie déjà pour commencer. Qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce qui m'anime? Alors, on a été plus ou moins, vous savez, euh, certaines personnes viennent me voir et puis, qu'est-ce que je pourrais faire? Je ne sais pas trop ce que je pourrais faire. Bon, il y a un moment de latence, ça parle pas, on n'est pas au courant. Ouais. Alors, le thème peut donner des indications. Mais donner des indications à quelqu'un qui n'a pas d'intention, ça passe au-dessus, il n'entend pas. Il faut que ça vienne répondre à quelque chose. Voilà. Alors moi, je pose la question, vous avez envie de vous passionner pour quelque chose? Ouais, mais je sais pas quoi. Je dis, bah, je sais pas, mais alors, à quoi vous jouiez quand vous étiez petite ou petit? Oh bon, je ne jouais pas. Vous voyez, déjà là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de stimulation de la créativité. S'il n'y a pas eu de stimulation de la créativité, c'est pas la génération spontanée, elle ne peut pas fleurir comme ça. Il faut trouver dans la vie ce à quoi on a envie de jouer. Les enfants, quand ils jouent à des jeux d'adultes, mais ils savent que c'est un jeu, mais après, en grandissant plus tard, ben, ils le font professionnellement. Il faut trouver son jouet, il faut trouver son jeu, il faut trouver la chose pour laquelle on peut se passionner. Il y avait dans un ouvrage de Steiner, je ne sais pas si je peux le trouver là. Oui, ça doit être ça. Donc, Je te précise aussi qu'il y a quelques questions dans le chat qui t'attendent, hein. Je te les donnerai quand tu seras prêt. ça.
La connaissance, ça c'est de Steiner dans Philosophie et Anthroposophie, hein. La connaissance qui, pour l'être humain, doit devenir une connaissance de soi, est une des forces à l'aide desquelles l'homme peut acquérir une sûreté intérieure à l'égard de l'évolution de la vie, ainsi qu'une insertion dans l'existence qui soit conforme à sa nature. Donc, il faut commencer déjà par cheminer sur une plus grande conscience de soi-même. Voilà. Alors, d'autres questions Alors, sont... je te donne les questions un peu dans le désordre et l'ordre où elles sont apparues, puis tu les répondras dans l'ordre qui t'arrange toi. Il y a enfin, la même personne aimerait que tu détailles un peu le complexe du sauveur, le complexe du sauveur, comment on peut repérer les complexes, comment on peut en sortir, ça c'est sur les complexes, et une question sur euh, euh, quelle est l'influence de la naissance sur notre vie et comment l'astrologue il le voit et qu'est-ce qu'il peut en faire de cette connaissance-là. Elle est là. L'influence de la naissance sur notre vie et comment l'astrologue il voit ça. L'influence de la naissance sur notre vie, de la naissance de quoi? De sa propre Oui, oui, de naissance? sa propre naissance. Oui. Ah, je comprends pas la question. Alors, si celui qui l'a écrit veut bien me la reformuler, comme ça j'essaierai de la préciser. Comment? Alors, les complexes, je dirais qu'il faut commencer une thérapie, puis voilà, et il faut travailler sur soi. Il faut s'interroger sur soi-même, commencer à se différencier de tout, voilà, rentrer dans ce processus de différenciation psychique. Et est-ce que cet endroit-là, est-ce que ta connaissance d'astrologie, tes connaissances des complexes, peuvent faire gagner du temps pour aller creuser aux bons endroits et aller s'occuper de ce qui bloque réellement, sans se noyer dans plein de trucs différents ou des techniques ou des moyens? Non, ça fait pas gagner de temps, ça permet de pas en perdre. D'accord. C'est pas Hmm. tout à fait la même chose. Oui. En tout cas, moi, quand Des fois, il faut se presser. Il faut se presser de ne pas perdre de temps. Hmm. Mais il ne faut pas se précipiter. Non, il n'y a pas de raccourci, hein. Il y a pas, de toute façon, gagner du temps, c'est encore une idée, voilà, c'est encore un complexe occidental, ça. Hmm. Si nous étions des orientaux, on ne penserait jamais à gagner du temps. On laisserait les choses venir, on serait dans cette attitude d'accueil et Hmm. d'éveil, et on serait, au moment venu, on reconnaîtrait comment dirais-je, la nature de l'opportunité si elle est conforme à quelque chose qui nous correspond, pas seulement ce que nous voulons, mais qui nous correspond. Donc, gagner du temps, ça, c'est un complexe occidental, ça. Par exemple, machin dit à l'autre, bah, qu'est-ce que tu fais là? T'as rien à faire, bouge-toi. Vous voyez, ça, c'est un complexe. Pourquoi faut-il se bouger? S'il y a un moment de vacuité, de réceptivité, voilà, il se passe énormément de choses sur un autre plan, il n'y a pas besoin de s'agiter pour avoir l'air de faire quelque chose. Ça, c'est occidental, ça. Et ça a pesé sur nous depuis l'enfance. Voilà, c'est tout le travail de déconstruction, justement, de toutes ces idées reçues. Et voilà, c'est le meilleur moyen de travailler sur les complexes. Ah oui, mais ça devrait être comme ça. Ah bon? En quel honneur? Ah oui, mais normalement, une personne, si elle devrait faire comme ça. Ah bon? Pourquoi elle devrait faire comme ça? Pourquoi, faites-le vous-même. Vous n'avez pas besoin de l'imposer à l'autre, qu'elle le fasse comme elle le sente, elle. Que chacun respecte sa propre spécificité et respecte aussi le fait que l'autre soit pas pareil. Voilà. Ça, c'est pour nous, ça, voilà, on est complètement azimutés, névrosés là-dessus. Quand les petits, on a dit, mais il faut finir ton assiette. On commence déjà par nous violer. Voilà. Le môme, il n'aime pas les choux de Bruxelles. Tu dois manger des choux de Bruxelles, c'est bon pour ta santé. On va l'emmerder à forcer. Voilà. Si on force quelque chose ou quelqu'un
un enfant a mangé quelque chose, c'est un viol. C'est aussi simple que ça. Parce que ma mère m'a forcé, moi, quand j'étais petit, à manger les choux. Alors toi, maintenant, tu vas faire pareil. C'est ça, on est malade. Tout ça, c'est à déconstruire. Toutes les empreintes socio-culturelles imposées par la religion, par la culture, tout ça, c'est à déconstruire. Ou plus précisément, il est nécessaire de s'en désidentifier. C'est comme ça qu'on travaille sur les complexes. Et qu'on commence à mettre en regard tout ça et à s'en distinguer, s'en désidentifier. Quand quelqu'un dit, oh, moi j'ai eu des mauvaises pensées. Non, tu as eu des pensées tout court. Pourquoi elles sont mauvaises? C'est des pensées qui font partie de l'histoire de l'humanité et qui t'arrivent aussi. Tu n'es pas obligé de t'identifier à ça. C'est pas parce qu'il y a des pensées qui passent, comme les gens qui passent dans la rue, que je suis obligé de m'identifier et de fréquenter tout le monde. Mais c'est tout ce travail psychologique et spirituel. D'ailleurs, dans la démarche spirituelle, le premier exercice, c'est la désidentification. Se désidentifier. Ce qui vient, mais on est pétri comme disait Lacan, nous sommes tous névrosés, non? Il disait pas moi le premier parce qu'il était modeste. Nous sommes tous des quoi? J'ai pas compris. Des névrosés. Ah, des névrosés, ok. Ah oui, mais oui. Le but de l'astrologie, c'est d'aller vers l'authenticité, de développer un moi authentique, de s'individualiser, donc de devenir impopulaire. Parce que dès que vous ne faites pas comme tout le monde, vous êtes suspect. Alors ça aussi, c'est un complexe. Il faut que je fasse comme on me dit, comme tout le monde, etc., pour être tranquille et pour me protéger, et pas le regard des autres. Vous voyez, le regard des autres, le regard des autres, le regard de la société. Ouais. Ben, si la société s'occupait d'elle-même et le regard des autres s'occupait d'eux-mêmes, il n'aurait pas besoin de s'intéresser à moi. Vous voyez, tout ça, c'est des névroses, tout ça. Si je suis pas comme il faut, mais il faut être comment? Il faut être comme notre thème le suggère, parce que ça, c'est notre sève. C'est ce que nous pouvons être. On ne peut pas être autre chose. Et si on va vers autre chose, on tombe malade. Et le but de l'astrologie humaniste, c'est de retrouver la santé psychique et psychologique, de se trouver. Ah, parce que dans mon thème, j'ai Mars qui est là, est-ce que c'est bon, c'est pas bon, etc. Ben, faisant quelque chose de bon. Mon maître Alexandre Ruperti, lors d'une réunion, on se trouvait chez lui en Suisse, à Jurian, près de Lausanne, et on était assez nombreux, tout le groupe des fondateurs du RAH, du réseau d'astrologie humaniste, et tout en il disait, si vous avez quelqu'un qui a un mauvais caractère, il ne faut pas lui demander d'avoir bon caractère. Mais il peut faire quelque chose de bon de son mauvais caractère. Il faut avoir bon caractère, il faut être gentil avec tout le monde. Tout ça, qu'est-ce que c'est? La vie, ce n'est pas chez les bisounours. Ça n'a pas de sens. Déjà, s'accepter soi-même. Combien de personnes ont fait ce chemin de s'accepter elles-mêmes? Mais ça, c'est tout le travail sur l'ombre. Il faut aussi voir les côtés médiocres de sa personnalité, les côtés négatifs, soi-disant, etc., les côtés sombres. Il faut aller explorer son ombre, la connaître, pour ne plus la projeter sur les autres d'ailleurs. Alors après, ça dépend. Vous avez des gens qui ont des structures introverties, c'est-à-dire qui portent tout en eux. Voilà. Ils vont tout chercher à l'intérieur. Et ils attendent de l'extérieur les confirmations de ce qu'ils vivent à l'intérieur. Puis vous avez les extravertis qui, eux, mettent tout dehors. Voilà. Donc, il n'y a pas d'introspection chez l'extraverti. Extraverti du point de vue psychologique, pas du point de vue du comportement. Voilà. Donc, leurs problèmes, ils les ignorent et c'est les autres. C'est projeté sur les autres. L'histoire de la paille et de la poutre, par exemple. Oui.
Donc l'étude de son thème, c'est l'apprentissage de s'accepter soi-même, de valider ce qu'on est, d'accepter ce qu'on est. Alors, je t'interromps, il y a Jonathan qui a une question. Et bien sûr, mais il faut me taper dessus, hein, parce que moi, je Voilà. suis, je suis pas bavard, mais si on me lance sur le sujet, je m'arrête pas. Alors, j'avais une question, mais vous venez à l'instant d'y répondre de manière limpide, parce que depuis le début, je vous entends parler des cycles, et quand vous recevez quelqu'un, vous dites que vous lui demandez qu'est-ce que vous voulez, là, maintenant, et puis là, vous avez commencé à parler de s'accepter soi-même, accepter son ombre et tout, et du coup, j'allais vous demander, là, on n'y a même pas besoin de connaître les cycles pour ça, c'est vraiment le thème de naissance qui peut présenter ça. Oui, oui, tout à fait, oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Mais notre ombre, elle est constituée de mémoire, déjà, de l'héritage de l'inconscient familial, de l'inconscient des ancêtres, etc. Notre vie, elle n'est pas autodéterminée. L'individu, c'est celui qui prend en charge la suite de l'histoire dont il est l'héritier. Alors, cette histoire, il peut lui donner une direction créatrice, ou alors cette histoire, elle va se répéter à travers lui. C'est pour ça que la prise de conscience à travers l'astrologie est importante. Voilà. Donc, par exemple, j'ai commencé l'astrologie, comme je vous le disais, en 74. Bon, ça fait quand même un petit bout de temps. On a créé le réseau d'astrologie humaniste en 84 avec Ruperti. Malheureusement, je suis le seul survivant des membres fondateurs. Ceci dit, ça c'était en 84, et en 2002, 2003, enfin, ouais, j'avais un petit cousin dont j'ignorais totalement l'existence, qui avait entrepris de faire des recherches sur l'histoire de sa famille. Et il se trouvait que l'histoire de sa famille, c'était l'histoire de la famille de ma mère. Alors c'est assez curieux, parce que j'ai découvert. Alors il a réuni donc la synthèse de ses travaux en 4 ouvrages, des ouvrages que j'ai eu l'occasion, voilà, d'étudier. Et j'ai découvert que mon arrière-grand-père maternel, était astrologue, enfin pratiquait l'astrologie. Et un jour, lors d'une conversation téléphonique avec ma marraine que j'avais pas vue depuis 1963, qui me demandait comme ça, bon ça c'était avant, elle me dit alors mon gars, qu'est-ce que tu fais dans la vie toi? Ben, je lui dis j'enseigne et je pratique l'astrologie. Ah bah t'as hérité toi t'as hérité, qu'elle me dit. Moi, je comprenais pas ce qu'elle voulait me dire, j'ai hérité. Voilà. Et c'est après que je découvre que mon arrière-grand-père maternel, qui était son grand-père à elle, parce que c'est cousinage de sœurs, etc., était astrologue. Oui. Donc il y a un héritage de nos ancêtres. Nous continuons une histoire. Notre vie, elle n'est pas, c'est pas la vie d'une personne, voilà, qui la vit. Non, c'est la continuité d'une histoire dont il est intéressant de prendre connaissance. Alors on ne peut pas en prendre connaissance dans le détail ni dans sa totalité. Mais D'ailleurs, je t'interromps parce que ça permet de peut-être répondre à une remarque d'un participant et je vais essayer de le formuler à ma manière. Mais souvent, je te vois lire l'histoire quasi généalogique de la personne. Tu lis ce que représentaient le père et la mère et ça sonne souvent assez juste. Et pour avoir aussi fait des sortes de constellations avec toi où on a des fois les parents, les grands-parents, les frères, les sœurs, les enfants, on voit les répétitions dans les structures planétaires. On les voit se répéter oui, il y a une sorte d'hérédité, enfin, on la retrouve à travers les thèmes. Alors là, par exemple, par rapport justement à ça, j'ai eu il y a quelque temps une cliente hein, qui me consultait assez régulièrement, peut-être une fois par an ou 2 fois, etc. Et elle avait, à ce moment-là, la dernière fois, du moins il y a quelques mois, elle était atteinte de douleurs pelviennes, qui étaient des douleurs aiguës et qui commençaient à devenir chroniques. Alors évidemment, quand il y a un symptôme, c'est un symptôme.
Alors évidemment, il faut traiter du point de vue médical. Mais qu'est-ce que ça vient dire dans l'histoire de cette personne? Je me suis posé la question. Alors j'ai regardé son thème dans un sens, dans un autre, etc. Avec la technique de ce qu'on appelle les maisons dérives, et j'ai regardé à l'intérieur de son thème l'histoire des femmes, l'histoire de la grand-mère maternelle, l'histoire de la grand-mère paternelle. Et puis j'ai regardé parce que douleurs pelviennes, endométriose, tout ça, la sphère, le bassin, la sphère génitale, etc. Donc la conception des enfants, la naissance des enfants, etc. Et donc, ce qui apparaît dans le thème, l'hypothèse, parce qu'on formule des hypothèses, c'est pas de la voyance, mais l'hypothèse qui ressortait, c'était est-ce qu'il n'y avait pas eu un drame, quelque chose de très traumatique au niveau de la naissance d'un enfant concernant une de ses grand-mères ou l'autre, a priori la grand-mère maternelle, mais ça peut très bien être du côté paternel aussi, et par exemple enfant mort-né, fausse couche, voilà, ou alors avortement, à une époque où c'était pas le genre de discussion entre la porc et le fromage, ou tout simplement enfant adultérin, et que ça a été caché, enfoui, et que ça demeure une honte et une culpabilité dans l'inconscient familial, auquel cette personne est liée immanquablement, puisqu'elle en vient par sa naissance. Elle est la continuité de sa lignée. Alors je lui ai posé la question. Il n'y a pas une question facile à poser, entre autres. Hein. Et ses recherches, parce qu'elle a entrepris des recherches, il y avait encore quelques membres de la famille qui pouvaient la renseigner à ce sujet, et elle a eu effectivement des réponses qui confirmaient l'hypothèse. C'est complexe, la vie. Voilà. Il y a une question qui va sur les questions de naissance à nouveau. Je la lis telle qu'elle est, mais j'aurais envie de la reformuler. Mais la personne demande si on est né un mois trop tôt, est-ce que cela change tout notre chemin astrologique? Ben, Et on est né. Voilà, c'est ça aussi. Voilà, est-ce que j'aurais dû naître avant? Non, on est né quand on est né. En fait, c'est la naissance, l'événement de la naissance qui détermine. De toute façon, si je suis né un mois trop tôt, ben, alors je suis pas la même personne. Si j'étais né un mois trop tôt, ou là, ouais. Oui. voilà, ben, je suis pas né un mois plus tôt. Je suis né maintenant. Donc c'est Ok. maintenant que ça commence. Alors en plus, il faut bien comprendre que la naissance, c'est pas le commencement de la vie. La vie, elle a commencé 9 mois avant. C'est une étape de la vie. C'est l'étape de la séparation de la matrice. C'est le point de départ d'un processus d'individualisation et de développement d'une identité aussi authentique que possible. Malheureusement, le moi est constitué par tout ce qu'on lui impose et l'identité réelle, elle demeure au fond. Et le rôle de l'astrologie, c'est d'aller justement gratter au fond. Parce qu'on est tellement absent à soi-même. C'est fou, ça. Dans notre... Alors, autre question peut-être qu'elle t'a déjà un peu répondu, mais la personne demande si on veut changer les choses dans ces héritages-là et qu'on veut couper les schémas familiales répétitifs ou karmiques. Qu'est-ce que tu proposes dans ces cas-là? Donc, il faut prendre conscience des scénarios. Les scénarios dans lesquels nous sommes pris, on peut appeler ça des complexes aussi. Voilà. Déjà, il faut les mettre à jour, il faut en prendre conscience. Il y a des phénomènes de répétition. Vous avez, à certaines périodes régulières, certaines personnes se retrouvent toujours confrontées au même problème. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut réfléchir, se poser la question. Mais on ne peut pas faire ça tout seul. Il faut aller voir un thérapeute. Il faut commencer à explorer tout ça, commencer à en prendre conscience. Et là, on peut non pas changer les choses, mais en faire quelque chose, des choses. C'est important. Voilà, ou c'est la vie qui fait quelque chose de moi, la vie dont j'ai hérité, avec toute l'histoire que ça présuppose
et qui est antérieure à ma naissance. Et puis, il y a la vie dont je fais quelque chose. Bon, par exemple, mon corps, je ne l'ai pas choisi. Je fais pas 1,93 m, je suis pas Arnold Schwarzenegger, donc je pourrais pleurer toute ma vie parce que je suis pas comme ça. Mais je suis ce que je suis. Ça, c'est une ressource. Il faut comprendre que tout ce que notre thème indique, non seulement c'est une mémoire, mais en même temps une ressource dont il faut ou dont nous pouvons, si nous le voulons bien, libre arbitre, en faire usage. C'est toute la différence. Qu'est-ce que je fais de ce que je suis? Vous connaissez cette formule. Ce qui compte, c'est pas le mal qu'on m'a fait, mais c'est moi ce que je fais du mal qu'on m'a fait. C'est Sartre qui a dit ça, je crois, non? Ouais. Non, on n'est pas, voilà, l'astrologie s'applique à la grande question, c'est quoi notre vie? C'est quoi ce que je suis? D'où je viens? Qu'est-ce qui me constitue? Quelle est l'histoire qui est à l'arrière-plan de ma réalité objective? Toute astrologie mise à part. Vous avez aujourd'hui des constellations familiales, la psychologie transgénérationnelle qui a pris un certain essor. Voilà, elle ne s'occupe pas d'astrologie. Vous avez l'ouvrage de Schutzenberger, comment elle s'appelait là? Ah, et mes aïeux. Il y a un moment donné dans son ouvrage où elle dit que oh, j'avais une cliente, elle s'intéressait à l'astrologie parce que ça lui donnait des indications sur, au niveau transgénération. Bon, ça c'est un passe-temps. Voilà. Donc, vous voyez que ces démarches-là, elles ne sont pas spécialement liées à l'astrologie. Mais notre thème astrologique, c'est un arbre généalogique. Dans un thème, il y a l'histoire de nos ancêtres. Il y a l'histoire de mon père, il y a l'histoire de ma mère, il y a l'histoire de mes deux grands-parents, il y a l'histoire... C'est une arborescence. Vous vous rendez compte, là, il faut être plus qu'Einstein pour arriver à creuser tout ça. Alors, on y va comme on peut, par petits bouts. Mais il y a l'histoire des frères. Dans un thème, par exemple, je peux suggérer ou poser la question, vous avez des frères et des sœurs? Et moi, je vois qu'il y a un accident de parcours au niveau d'une naissance dans les membres de la fratrie. Voilà, et je pose la question. Moi, il y a des vies dont l'intention, par exemple, n'est pas d'avoir des enfants. Il y a des vies dont l'intention n'est pas de s'emprisonner, de s'enfermer dans l'institution du mariage, parce que la personne a autre chose à faire de sa vie. Mais par contre, le moi conscient de la personne a été conditionné par l'idée que si elle ne se mariait pas, elle serait malheureuse. Donc, le moi névrosé conscient va faire tout ce qu'il peut pour essayer de se marier et de réussir son mariage. Et ça va foirer. Parce qu'il y a quelque chose en elle qui est un désir, ou du moins une volonté ou une intention inconsciente qui n'est pas du tout en accord avec ce conditionnement socio-culturel. Là, c'est comme le disait ces gars-là, si on n'a pas une Rolex à 50 ans, on a raté sa vie. Alors, rendez compte, tous ceux qui vont le croire, ils vont se tirer une balle. Ouais, Qu'est-ce que c'est réussir sa vie dans notre civilisation occidentale, cartésienne? C'est marcher dans le rang, hein. Oui, oui. Je propose une autre question. Oui, 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 mais oui, il faut me Oui, couper oui. la parole, là. Non, non, non. Je vais essayer de résumer la question. C'est un homme qui demande est-ce que l'astrologie peut l'aider dans l'intégration de son côté masculin et féminin, où il sent que son masculin était vraiment cassé, abîmé. Ah oui, ah oui, oui, oui. Ah oui, très clairement. Parce qu'on va pouvoir retracer l'histoire du masculin, justement. Hmm. Il a besoin d'être préparé. Ouais. Patrick, comment on retrace l'histoire du masculin, comme tu dis, ou l'histoire du féminin? Qu'est-ce que tu vas Ah. voir exactement dans les thèmes pour avoir l'info de, par exemple, la mère, la grand-mère? Bon, la mère, c'est la lune, ok, mais la grand-mère, par exemple. Alors, déjà, l'histoire du masculin, il faut partir de la réalité. Le premier masculin qu'on rencontre, c'est la figure paternelle.
C'est quoi, t'as dit? J'ai pas compris. La figure paternelle. Oui. Déjà, qu'est-ce qui c'est? Alors, le thème montre au fond quel est le genre de relation. Et c'est Donc Saturne, tu regardes Saturne à cet endroit-là? il y a plein de choses, hein. Bah, Saturne entre en ligne de compte forcément, puisque c'est la structure, c'est la fonction père, Saturne. Donc c'est pour ça que je te pose la question, c'est pour avoir des réponses un peu précises d'astrologue. C'est la fonction père dont on a besoin et qu'on a besoin d'intégrer, d'assumer, c'est-à-dire devenir un père pour soi-même, c'est-à-dire le chef, l'autorité. C'est la fonction, c'est pas une personne. Alors, la personne réelle, physique du père que nous avons, c'est sur cette personne-là que se projette la fonction qu'on porte en nous et dont on attend qu'elle remplisse la tâche, ce qui est toujours un échec. Et heureusement, enfin quand je dis toujours, du moins dans la plupart des cas. Donc, en plus, ça dépend aussi du style de l'époque. Au XIXe siècle, quelle était l'attitude des pères à l'égard de leurs filles? Quelle est aujourd'hui l'attitude des pères à l'égard de leurs filles? On n'est plus du tout dans le même style. Alors, est-ce qu'il est meilleur? Est-ce qu'il est... Ça, j'en sais rien. Mais il faut comprendre aussi qu'il faut analyser une situation en fonction des critères de l'époque. Donc, le besoin d'estime et de reconnaissance et d'encouragement qu'une fille va attendre du père sera peut-être nourri, peut-être un petit peu, peut-être pas beaucoup, peut-être pas du tout. Voilà. Donc, ça crée effectivement une fracture et un manque de confiance et de solidité intérieure. Donc, tout ça, ça se restaure parce qu'il va y avoir à travers les cycles des moments propices, des moments où c'est accentué tout particulièrement. Et là, il y a quelque chose à mettre en œuvre dans le réel, dans l'attitude, dans le travail intérieur. Et ça, c'est bien sûr. Alors, il y a Saturne, il y a Mars, hein, puis il y a le Soleil, puis il y a le fond du ciel, puis il y a la maison 7. Enfin, il y a... Tout ça est... Dans l'analyse, il faut faire une synthèse. Un thème, quand on regarde un thème, c'est quand on regarde une personne. C'est un entier. C'est pas un petit bout là, un petit bout là, un petit bout là. Voilà, c'est un entier. Et le thème, c'est un entier. C'est une réalité organique qui constitue une unité. Donc, il faut l'aborder dans sa totalité, dans sa gestalt. Et ensuite, on rentre dans le détail. Voilà. Moi, si je regarde un thème, je vois une personne. Poum, un tout. Et après, dans cette personne, ça c'est là, ça c'est là, ça parle comme ça communique comme ça. Tout ça, c'est le discours de sa totalité psychique. De toute façon, si nous avions eu un parcours heureux, on ne serait pas là, hein. C'est pas fait pour ça. Je pense que c'est une question, Élodie, qui serait presque une question de formation pour aller plus loin, Ouais. pour détailler vraiment comment on s'y prend pour C'est dans repérer la la durée, structure masculine ou féminine. travail qui se fait dans la durée, hein. Euh, Ouais. de mon expérience, tu as cité au moins 5 ou 6 éléments et tu arrives à en dégager une forme. C'est ce qui est délicat en astrologie humaniste, c'est que c'est un assemblage de plein d'éléments. Quand on lit les bouquins d'astrologie classique, c'est assez, ça, c'est comme ça, tel élément, c'est ça. Et en astrologie humaniste, il faut reprendre l'ensemble de la globalité. Donc à la fois, j'ai l'impression qu'il y a besoin de connaître les détails, et puis à la fois de les oublier pour voir qu'est-ce qui se dégage. C'est une vision globale, une vision. D'ailleurs, c'est ce que disait Rudyard et Ruperti. D'ailleurs, il faut partir de l'universel et aller vers le particulier. Alors, j'ai, Partir de j'ai- la j'ai- globalité et aller vers le détail, le il y a simple. encore 2 questions qui sont une très globale, justement, de l'universel, et une qui est plus sur le fond de l'astrologie. La personne demande d'où ça vient. Attends, il y a quelqu'un qui arrive. D'où ça vient l'astrologie? Euh, Est-ce que c'est de l'étude empirique ou est-ce que c'est, moi j'aurais envie de dire, et des révélations intérieures de certains qui ont, voilà, comment ça s'est constitué? D'abord, il y a des, non, il y a des principes. Il y a une réalité empirique, bien entendu. Mais l'empirisme,
C'est un peu aussi ce qu'a fait l'astrologie traditionnelle. On a remarqué que à chaque fois qu'il y avait Mars qui passait par là, je vous dis ça à la louche, hein, parce que je rentre pas dans le détail technique, hein, que il se casse, il y en a, la plupart se cassaient une jambe. Ça, c'est l'empirisme. Donc après, quand Mars passe par là, on se casse la jambe. Ça, c'est l'astrologie traditionnelle empirique. Après, il y a la question du sens. Quel est le sens de cette étape quand Mars passe par là? Et à quoi cela a-t-il vocation? C'est pas parce qu'il y a une tribu d'aveugles qui se sont cassés les jambes que systématiquement ça veut dire ça. Donc la question, au-delà de l'empirisme, c'est de réfléchir sur le sens d'une étape. Et il y a des principes. Il y avait des grands principes qui avaient été énoncés par des grands esprits déjà dans la Renaissance ou un petit peu avant la Renaissance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et réciproquement, et lycée de Versailles. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discontinuité entre la réalité universelle et la partie. Il y a aussi le fait que tout ce qui est au-dedans est comme ce qui est au-dehors. Les événements qui se produisent dans mon existence sont le miroir de ce qui se produit en moi aussi. Moi, je les vois à l'extérieur parce que je suis rationnel, concret, matérialiste, mais en réalité, tout ça vibre ensemble. Une autre... Oui, je peux t'interrompre? Oui, bien Oui. sûr. Il y a une autre question très globale. Est-ce qu'on peut, en astrologie humaniste, voir la fin, je te dis telle qu'elle est, la fin du cycle du capitalisme? La fin du cycle du Ou la capitalisme, fin du capitalisme, j'imagine. C'est ça que une bonne guerre, hein, puis ça foutra tout par. Non, mais le capitalisme, c'est une maladie endémique, ça. Ça fait partie de l'âme humaine. Hmm. La fin, non, non. La fin de la civilisation occidentale, oui, ça, oui. On y arrive. Mais c'est pareil, il y a eu la fin de la civilisation, enfin la fin des Grecs, la fin des Romains, la fin d'Égypte, etc. Tout ça, c'est des périodes et ça évolue après vers autre chose. Et Est-ce donc, que vous, est-ce que vous pouvez détailler un peu ça par rapport à quoi vous dites on voit la fin de la civilisation? parce que le cycle de civilisation, c'est un cycle d'environ 2150 ans. C'est un cycle, c'est ce qu'on appelle un cycle qui fait partie du grand cycle de précession des équinoxes. C'est une ère. Vous savez, l'ère du Verseau, ce ne sera pas l'ère du cerveau, hein. Le cerveau, il est en train de. Voilà. Donc, on rentre dans une nouvelle tranche. L'ère dont nous arrivons à la fin, là, c'est l'ère des poissons, qui a eu son socle et ses fondements dans le christianisme. On voit bien que ça, c'est en train, effectivement. Et toute la société occidentale, même si vous lisez le Code civil, vous voyez que c'est empreint de morale chrétienne. Elle est ce qu'elle est, elle est ni bonne ni mauvaise. Mais tout ça, ça a connu son point culminant autour de l'an 1000. En 1163, c'est là où il y a la construction de Notre-Dame de Paris, le temps des cathédrales. Voilà, là, c'était le point culminant du christianisme. Et puis depuis, ben, il est en déclin. Quand ça arrive, tout ce qui arrive à son point culminant arrive à son déclin. Un être humain, arrivé à la quarantaine, il est arrivé au sommet de sa colline de vie et à partir de là, ses ressources physiques déclinent. Voilà. Parallèlement à ça, sa conscience peut au contraire augmenter. Mais il y a un déclin. C'est comme ça. Donc, la civilisation dans laquelle nous nous trouvons, elle est dans les dernières étapes de son déclin. Alors, ça se voit, hein. Alors, deux autres questions. Il y en a une qui est... Il y avait une question, qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines semaines? Ouais. Ce qu'on fera. Mais c'est Alors, pas, voilà, c'est ce qu'on fera qui nous on attend. voit moi, je vois beaucoup de vidéos d'astrologues qui nous disent qu'il va se passer, tu vois, il y a telle conjonction, il va se passer ça. Qu'est-ce que tu en penses? C'est l'astrologie du symptôme. La question n'est pas de savoir ce qui va se passer, mais quel est l'enjeu? Et le meilleur moyen de contribuer à la vie et de participer au monde, c'est d'être aligné soi.
sur d'être verticalisé. Hmm. Si chaque individu prend en charge son évolution, l'humanité va bien. Il faut commencer par soi. Alors, il y a une remarque je sais pas si tu la vois, qui dit est-ce que ça peut nous permettre de nous aligner sur nos actions individuelles et collectives pour œuvrer à la fin de la société et commencer à réfléchir à après? Réfléchir à après, il faut déjà commencer à réfléchir à maintenant. Hmm. Après, après suivra, le reste suivra. Il faut toujours commencer par le commencement. Ce que je fais de bien aujourd'hui bah, conditionne la journée de demain. C'est une question de bon sens, hein. Il y a pas de choses extraordinaires hein, dans tout ça. Mais de toute façon, là, nous sommes partis dans un changement de monde. Ça s'illustre parfaitement au niveau des cycles actuellement. On était sur une ère symbolisée par l'eau et la terre, c'est-à-dire la permanence, la stagnation aussi en même temps, mais la quête de sécurité. Voilà, puis maintenant, on va passer sur une ère symbolisée par le feu et l'air. Alors, c'est sûr que là, ça va être beaucoup plus puissant. Il va y avoir énormément de création. On est déjà dans une période où c'est en incubation, là, pour l'instant, en gestation. Mais on va avoir énormément d'éclosions de choses nouvelles à partir du printemps prochain. Et beaucoup de gens vont changer de vie à partir du printemps prochain parce que le rythme va s'accélérer et les opportunités aussi. Tout ça, ça va ensemble. Il y a des gens qui attendent le changement dans leur vie en ce moment. Ils sont arrivés au terme d'une situation qui est essoufflée et qui ne produit plus rien. Et ça, c'est un phénomène collectif et tout le monde le vit. Chacun dans sa propre sphère est impacté par cette tendance universelle et collective, parce qu'on n'est pas des îlots séparés de la tendance générale. C'est la tendance générale qui est souveraine, et elle impacte chaque individu. Le monde change. Donc si le monde change, c'est que 8 milliards d'individus, c'est le monde. Donc chacun, ça change pour chacun. La tendance change. Donc il va y avoir énormément de gens qui vont trouver les opportunités à partir du printemps, puis l'été prochain, pour donner une direction nouvelle à leur existence, enfin, et pouvoir sortir de la stagnation qu'ils éprouvaient et l'ennui aussi pour certains. Certains vont changer de job, d'autres vont déménager, enfin d'autres vont divorcer, enfin ou rencontrer quelqu'un, parce que tout ça, ça va ensemble. Voilà. Il va y avoir une accélération à partir du printemps prochain. Ça fait partie du processus. C'est comme une nouvelle saison qui suggère que tout le monde se met en maillot de bain et puis il va aller se baigner ou bronzer. Autre question très pratique. Dans tes séances, est-ce que tu intègres les émotions? Ben, oui. La sphère émotionnelle, elle est fondatrice, hein. La réalité de ce que nous sommes réside dans nos émotions et nos sentiments qui en découlent. Ah oui, oui, c'est primordial. Parce que c'est dans les émotions que se traduisent et que se manifestent même de façon psychosomatique hein, les souffrances de l'âme. Alors, il y a une question qui revient, enfin qui vient là, et je pense que ce serait bien que tu y répondes. Est-ce que nos cellules sont influencées par le mouvement du Soleil, de la Lune ou des planètes? Voilà. Tout ça, c'est un tout indivisible, ça fait un. Hmm. On vibre, tout ça vibre ensemble. C'est pas influencé, ça marche ensemble, c'est pas pareil. Toutes les particules élémentaires sont liées ensemble. C'est ce qui explique l'expérience des photons jumeaux. Une particule qui se trouve à tel endroit de l'univers, une autre se trouve à tel autre endroit, et quand il y en a une qui explose, l'autre explose instantanément. Tout ça, c'est relié, c'est ensemble. La notion d'influence est une notion mécaniste d'action d'un corps sur un autre comme s'ils étaient séparés. C'est une vision séparatiste, qui est l'illusion de nos cinq sens. Ok. Je pense qu'on arrive peut-être au bout. Est-ce qu'il y a encore une question encore? Quelqu'un qui veut prendre la parole une dernière fois?
Je vois pas de questions. C'est OK pour vous? Est-ce que tu as besoin tu veux peut-être conclure? Alors, comment contacter Patrick? Il y a un site internet qui s'appelle Patrick Brunner, hein. Si on tape dans Google, on te trouve. www.astrologiebrunner.fr. Je vais vous le mettre. Il y a des articles que vous pouvez télécharger aussi pour vous familiariser avec cette approche. Vous pouvez me contacter par le site, tout simplement, par Jean Guillaume aussi, éventuellement. Oui, oui, si vous pouvez passer par moi si vous voulez, je vous redonnerai le site. Je vais vous le copier là. Astrologie Brunner en un seul mot. Voilà, Point. j'espère en tout cas que ça a répondu à vos questions, à vos interrogations. On a fait quelque chose d'assez ouvert, donc peut-être que ça n'a pas tout touché, tous les sujets. Si ça vous intéresse, on peut refaire une autre fois en approfondissant un thème ou plus précisément. Oui. Céline, Élodie, toi, j'ai l'impression que tu as plus besoin de formation et de détails techniques. Parce que Ouais, c'est tellement vaste. en train C'est de... tellement vaste. Des fois, je ne sais pas par quel bout prendre le prendre, hein. J'arrive. En tout cas, pour une vision globale, c'est très enrichissant. Et ouais, c'est très parlant cette vision, voilà, de l'astrologie qui est pas, voilà, juste une recette de. La fréquence des consultations, là, je vois une question. Quelle est la fréquence des consultations? C'est la personne qui décide. C'est pas l'astrologue qui décide. Une personne, si elle veut venir faire un suivi une fois par semaine, c'est elle qui décide. Si elle veut faire un suivi tous les 15 jours, c'est elle qui décide. Si elle veut venir une fois par an, c'est elle qui décide. Moi, je suis pas... parce que si je décide à la place de la personne, je me substitue à son autorité. Et à ce moment-là, je la fais régresser. Ça la renvoie dans ses complexes, justement. À titre personnel, je crois que des fois, j'aurais mieux fait de venir te voir plus souvent. Je j'aurais pas gagné du temps, mais j'aurais traversé certainement autrement. Ah, gagner du temps. Bah, on n'a pas... De toute façon, voilà. Il y a des gens qui commencent à se former à l'astrologie à 65 ans. Moi, j'ai commencé, j'avais à peine 19 ans. Voilà, on va dire 19 ans pour faire simple, hein. Alors, ils me disent, quelle chance vous avez eu de commencer si jeune. Ouais. Alors, en même temps, je suis musicien et il y a des gens qui ont commencé le violoncelle à l'âge de 4 ans. Moi, j'ai commencé à l'âge de 63 ans. Quelle chance, elles ont eu de commencer à l'âge de 4 ans. Ben oui, moi, mon heure, c'était 63 ans. J'ai pas besoin de me comparer à quelqu'un qui a commencé à l'âge de 4 ans. Oui, bien sûr. J'ai déjà fait des séances d'astrologie en parallèle du travail thérapeutique. Alors, j'ai pas vu la suite. Belle soirée à vous, merci, d'accord? Il faut que tu cliques dans le chat. Il y a un onglet chat et tu vas avoir toutes les questions qui vont apparaître sur le côté. Un onglet de chat, il est où celui-là? Et en bas vers le milieu à gauche, tu as marqué chat. Voilà. Ah, d'accord, ouais. Alors, notre conception, lors de notre conception, Alors, tu peux descendre parce que c'est les questions du début et tu descends, tu vas voir les dernières. tout a influencé notre vie. En fait, c'est l'histoire de l'humanité qu'on porte en soi, hein. Toute l'histoire de l'humanité, elle est concentrée dans chaque individu, dans une configuration individualisée. Pas de la même façon que chez lui, pas de la même façon que chez elle, mais toute l'histoire de l'humanité, on l'a là. En descendant, ah oui, j'ai déjà fait des séances d'astrologie en parallèle du travail thérapeutique, et c'est toujours très éclairant. Oui, oui. Bah oui, parce que c'est deux façons d'aborder la même question, l'être et l'âme. Mon modèle, ce qui doit être ma boussole, c'est mon thème. C'est ça qui doit guider mes pas. Parce que c'est l'explication du sens de ma vie.
Avec tout ce que ça comporte de fatras, héritage transgénérationnel, les névroses, les machins et tout, les frères, les sœurs, les grands-pères, les grands-mères, tout, tout. Alors, par quel bout faut le prendre? Ouais, il faut déjà commencer par, voilà, une question. Et après, voilà. Moi, quand une personne vient me voir, je vais conclure là-dessus, en consultation, la première chose que je fais, c'est de regarder dans la période actuelle où elle en est. Quel est l'enjeu? À cet instant T où elle vient me consulter. C'est notre rencontre, c'est une naissance. On pourrait presque faire le thème. Voilà. Moi, je regarde dans son parcours, qu'est-ce qui est en jeu aujourd'hui? Voilà. Et on part de là. Et après, on élargit. Voilà. Parce que si je commence à me raconter qu'elle a Mars ici, que ça veut dire ça, qu'elle a Pluton machin et tout, ça c'est n'importe quoi, c'est du vent, ça. Ça veut rien dire, parce qu'après, ben, il suffit d'y croire, hein. Mais il faut que tout ce qu'on dit du point de vue astrologique se vérifie. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Et si ça ne se vérifie pas, donc on laisse tomber, puis on passe à autre chose et on continue. Si une hypothèse ne produit pas son effet, elle n'a pas de réalité, on l'achète. Et on cherche plus loin. Parce qu'un astrologue, c'est pas un devin, hein. Super, ben merci. Merci à tous. Merci à toi, Patrick. Et bonne soirée. Alors, bonne soirée à tous. Merci pour votre attention. J'espère que je ne vous ai pas saoulé. Non, merci, merci. Parce que pour moi, c'est pas très facile, hein, dans Ah, cette... c'est un exercice particulier de parler derrière un écran. Ah ouais, parce que moi, je parle à mon ordinateur et puis j'entends des voix. Je suis comme Jeanne d'Arc. Voilà. Merci à vous deux. Merci Jean-Guillaume d'avoir organisé ça. Merci d'être venu. Gros bisous. Salut. Bonne fin de soirée. Merci, bonne soirée. soirée. Bonne soirée.